concerne les bâtiments départementaux sont conservés en sous-série 4N. Et l'acte d'acquisition de la Persagotière est conservé dans cette boîte, côté sous-série 4N 139. Donc des documents qui dorment depuis environ un siècle ici dans ces liasses précieusement conservées. Et voilà, acquisition par le département de la propriété de la Persagotière, passée le 4 août 1856 par devant maître de l'Étang et son collègue, la propriété de la Persagotière, située rue de Vertou, ville et commune de Nantes, consistant en maisons d'habitation, bâtiments de servitude, écuries, étables, buanderies et autres dépendances, jardins anglais et potager, basquets, vergers, prés, le tout en un seul tenant, entouré de murs de tous côtés, et borné au sud-ouest par la rivière de Sèvres. En outre, la présente vente est faite pour et moyennant le prix et somme de 95 000 francs que monsieur le préfet oblige le département de la Loire inférieure à payer de la manière suivante et suit donc les dispositions relatives aux différents termes pour acquitter cette somme de 95 000 francs. La Persagotière, une des plus anciennes institutions de Nantes. Des milliers d'enfants sourds, malentendants mais aussi aveugles, se sont succédés sur les bancs des classes aménagées dans cette bâtisse imposante. La vieille dame fête aujourd'hui ses 150 ans. Son histoire se confond avec celle de l'éducation des jeunes sourds-muets, comme on disait à l'époque. Les méthodes ont évolué, les professeurs ont changé, les élèves aussi bien sûr. La Persagotière, une institution en mouvement, un signe de son temps. C'est mercredi à la Persagotière, le jour des activités artistiques. Musique, peinture et dans la cour de récréation, football ou partie de cartes. Les autres jours de la semaine sont plus calmes. Les couloirs et les classes sont vides, comme les ateliers de formation professionnelle fermés depuis 2003. Mais où sont donc passés les enfants de la Persagotière? Ils sont dans les écoles primaires, les collèges, les lycées des entendants et avec leurs professeurs spécialisés certes, mais ils ont une vie avec l'ensemble des autres enfants comme eux. La Persagotière n'a certainement pas perdu sa vocation de départ puisque notre rôle, c'est d'aider à la scolarisation des enfants sourds et à travers cette scolarisation, développer chez eux le maximum de ce qu'ils peuvent faire pour trouver une place dans la vie comme les autres. Donc on fait exactement la même mission, sauf qu'elle n'est pas dans l'établissement, elle n'est plus dans l'établissement. On confiait les enfants autrefois au plus jeune âge et puis ils ressortaient 20 ans après, j'allais dire, avec un métier en main et j'allais dire, ils n'étaient pas ressortis de l'Institut de la Persagotière pendant toutes ces périodes. Cette façon de faire n'existe plus en France ou très peu et on a fait comme tous les autres établissements médico-sociaux. Maintenant, on travaille sur l'intégration des handicapés. Oh, comment ? Ce matin, leçon d'anglais pour cette classe de seconde d'un lycée nantais. Au premier rang, 4 jeunes sourds suivent le cours grâce à leur professeur spécialisé. English or Spanish. Yes, carry on. That's interesting. Just to feel the other side of the coin. Do you know the expression the other side of the coin? Le revers de what? What do we say in French? De la médaille. Le soir, après la classe, la plupart des élèves rentrent chez eux. Quelques-uns reviennent à la Persagotière, en internat, pas plus d'une cinquantaine. Dans les années 70, ils étaient encore plus de 300.
Et là, on va arriver dans un endroit où c'est maintenant séparé, mais c'était un dortoir. Et essayer de se représenter ce que c'était un dortoir dans ces salles-là, il n'y avait pas de cloison. Et de chaque côté des fenêtres, il y avait donc des lits. Il devait y avoir 2 lits ici, un lit entre les 2 fenêtres, voilà. C'était comme ça. Tout le cheminement qu'on va faire fait partie du dortoir. Donc de chaque côté des fenêtres, il y avait un lit. Voilà. Des lits et des lits. Ah oui, ça faisait du monde. Et quand il y en avait un qui avait envie d'aller voir son petit copain, bah, il passait sous les lits. Voilà. Et puis il y avait l'histoire des douches. Les douches, l'organisation des douches, c'était une fois par semaine, par groupe, dans des douches communes. Donc un peu comme à l'armée, pour ceux qui ont pu connaître l'armée, c'était à peu près pareil. Voilà. Chacun son tour. On commençait par les plus petits et on finissait par les plus vieux. Au début de l'histoire, il y a René Dunant. Lui-même sourd, il fonde la première école spécialisée à Nantes en 1824, rue Crébillon, dans l'ancienne épicerie de ses parents. Très vite, les locaux s'avèrent trop petits. L'école déménage une première fois à l'hôpital Saint-Jacques, avant de s'établir à la Persagotière en 1856. Une fantaisie architecturale au milieu d'un grand parc de 4 hectares. C'est une folie nantaise. C'est des structures, des maisons de campagne de la bourgeoisie nantaise qui ont été, disons, construites à la fin des années 1700, 1780 et au début du 19e siècle. La petite, le père, maman, la maman, la Persagotière, la rue. La Persagotière s'agrandit. Elle accueille de plus en plus d'élèves, des sourds et à partir de 1891, des aveugles. Les 2 handicaps vont cohabiter pendant plus de 80 ans, jusqu'au déménagement des non-voyants à Vertou en 1976. Ce développement est à mettre d'abord au crédit d'un des tout premiers directeurs de l'Institut, le frère Louis. Son buste en bronze domine encore aujourd'hui le parvis de la Persagotière. Il a été surnommé l'évêque des ponts. Parce qu'ici, le Nantes-Sud, c'était plein de ponts. Là, toute l'île Beaulieu, c'était des bras de Loire et des ponts. Et donc, on appelait ça les ponts, la partie de Nantes qui s'appelait les ponts. Et lui, il était l'évêque, et surnommé l'évêque des ponts. Oui, pour indiquer l'influence qu'il avait sur le secteur, sur la région. D'autre part, c'est un homme qui a été très connu au niveau des personnes qui avaient des besoins financiers ou des besoins d'autres problèmes. La renommée de la Persagotière dépasse bientôt les frontières du Sud-Loire. L'Institut médico-social devient le plus important du Grand Ouest. Jusque dans les années 60, sa kermesse fait l'événement. La fameuse kermesse, oui, qui attirait les foules. C'était le rendez-vous des Nantais.
Et c'était incontournable. Et je suis persuadé que les gens retenaient la date longtemps en avance. Il y avait des bus spéciaux gratuits qui venaient de la place du commerce à la Persagotière. Et qui amenaient les gens et les ramenaient de la place du commerce. Et il y a eu également des avions qui tournaient autour de la cité et qui lançaient des papillons pour avertir les gens que c'était la kermesse de la Persagotière. Les parents, ma tata, ma maman, la mamie, la remarqué, le voit la ramesse, moi, papa, la ramesse, voiture de mon père rouge, la cata de ton père, la cata de l'oiseau, la glace, tout le rond, le bois, le bien, beaucoup de oiseaux, beaucoup de papa, la ramesse, le rond, le bien, le passé, le bien. Il y a eu des jeux sur la Sèvre, il y a eu des plongeons sur la Sèvre, il y a eu des courses de bateaux. On passait beaucoup de notre temps à préparer cette kermesse, avec les enfants, en fait. Les gymnastiques, beaucoup de choses, des scénettes qu'on préparait. Je connais un frère qui passait à peu près 6 mois à préparer cette kermesse. Les soutanes noires omniprésentes à la Persagotière. Un paradoxe pour cet établissement départemental qui a toujours été public. Mais dès l'origine, comme souvent à l'époque, la direction et l'enseignement ont été confiés à une congrégation religieuse, ici, les frères de Saint-Gabriel. Toi, tu n'as pas ma part. Tu as raté, tu vas toi, le pied sur le table. Ça prend 10 minutes à peu près. Après, la lumière, papa, le table, 20 minutes. Après, l'oubli, après, je vais mettre depuis, la bière, après le billet pour partir dans la cour. Les premiers enseignants non religieux arrivent à la fin des années 60. Le premier directeur laïque, lui, sera nommé en 1985. Ça a été vraiment une révolution, je dirais, dans le monde des frères. C'est vrai que quand on est arrivé ici, dans les premières années, on était un petit peu considérés pas comme des frères, mais on avait quand même quelques contraintes. On a voulu vraiment que dans cet établissement qui vivait un petit peu comme un établissement privé, on le reconsidère comme un établissement public avec la représentativité donc des personnels qui y travaillaient. On a même eu, à l'occasion, besoin de faire une grève pour faire comprendre qu'on souhaitait vraiment être reconnu dans ce sens-là. Il y a eu quelques heures, il y a eu des grèves quelquefois qui n'ont pas été tellement bien acceptées, l'arrivée des syndicats, tout ça. Mais bon, en général, quand même, il y a eu une bonne ambiance entre les frères et les laïcs. Et peu à peu, ceux qui ont pris... Bon, un jour, j'arrive et puis je dis, mais c'est vide, ici, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui se passe? Les frères ne sont pas là. Et on me dit, si, ils ont eu la permission de s'habiller, de quitter les soutanes et de s'habiller en civil. Et bien, ils étaient tous en ville. Enfin, tous ceux que je croisais, ils étaient tous partis s'acheter. Et j'avais trouvé ça m'a fait sourire, je trouvais ça sympa en même temps. Voilà. Ils étaient tous partis se changer la panoplie, c'est tout. L'arrivée des laïcs n'a pas marqué tellement dans l'enseignement. C'est plutôt dans les habitudes de la maison elle-même. En fait, comme nous, autrefois, qu'on n'était que des frères, on faisait 24 heures sur 24, pratiquement. On commençait le lundi matin et on finissait le dimanche soir.
Et on était pratiquement toujours avec des élèves, on n'avait pratiquement pas beaucoup de temps nous. On était avec eux en récréation, en classe, au dortoir. On était également à la salle à manger, on était toujours avec eux en fait. Autre révolution dans ces années-là, 70-80, le retour en odeur de sainteté de la langue des signes. Depuis le Congrès international de Milan, en 1880, la langue des signes était en effet bannie de l'éducation des sourds. Pendant près d'un siècle, partout, on privilégiait la méthode oraliste. La démutisation permet à l'enfant d'acquérir la parole. On lui enseigne le jeu des muscles de la langue et des joues en lui faisant prendre conscience des vibrations laryngées par des impressions tactiles. La lecture labiale, la démutisation constitue la méthode orale. Fa. Bien. Encore. Fais voir. C'est bien. Regarde bien. C'est bien. Voir. Attention. C'est bien, bravo. On communiquait plus en signes, en dehors de la classe, on se libérait un petit peu et on était beaucoup plus à l'aise à parler d'une façon plus simple, en fait, et sans être toujours à leur dire attention, t'as pas fait, le A n'est pas bon, le R n'est pas bon, non, c'est bon, cool. En combien de carreaux j'ai divisé le rectangle? Tu sais? Aujourd'hui, la langue des signes française est entièrement reconnue et intégrée dans l'enseignement. Il y a des cours uniquement de LSF et dans les autres matières, les professeurs n'hésitent pas à l'utiliser pour faciliter les échanges avec leurs élèves. 10. Si j'ai un gâteau, je le partage en 100. Je prends 50 centièmes. Le même gâteau, je le partage en 10. Oui. Je prends 5 dixièmes. La part là et là. C'est pareil, ça sera la même part. D'accord? C'est compris? Il y a deux modes de communication ici à la Persagotière, donc le français, bien sûr, si possible avec l'oral, de façon à ce que ces jeunes-là puissent communiquer avec l'ensemble de leurs concitoyens.
Mais effectivement, la langue des signes est une langue à part entière, reconnue la 40e langue européenne, hein, il faut le savoir, et donc avec la possibilité même maintenant de présenter cette langue au bac comme option. Donc c'est une langue tout à fait comme les autres, qu'on a le droit d'apprendre, qu'on a le droit de pratiquer, bien sûr. Donc c'est vrai que les jeunes sourds, ici à la Persagotière, un nombre important de jeunes sourds utilisent le vecteur de la LSF sans pour autant négliger l'oral. Mais là, on enlève 1 0, ben là, c'est pas 54, c'est combien? Oui, mais dis-moi comme il faut. 5400, voilà. Ce bilinguisme est également proposé dès le plus jeune âge. Les mains ont ainsi la parole dans le service d'éducation précoce, fondé par la Persagotière au tournant des années 70. L'institution, je pense, aura toujours sa place. Il y aura toujours des personnes atteintes de ce handicap. En plus, aujourd'hui, on parle des troubles complexes du langage, c'est-à-dire au-delà de la surdité, il y a des difficultés concernant le langage pour lesquelles il faut apporter soins, soutien éducatif et scolarisation. Donc moi, je ne suis pas inquiet du tout quant à l'avenir de l'institution elle-même. Par contre, il y a la Persagotière, le site. Et là, c'est un grand débat que nous venons d'ouvrir. Le château est plus adapté, le parc est très grand, tout cela coûte énormément pour l'entretien. Il y a un patrimoine surdimensionné. Donc, on peut, je pense, imaginer, peut-être sur le site, peut-être ailleurs, on peut peut-être imaginer des locaux modernes tout à fait adaptés à l'éducation de jeunes enfants aujourd'hui. Jamais oublié. Maman, pas de beaucoup de reste à la Persagotière. Maman, laisse beaucoup de camarades. Maman, je l'ai maintenant. La vie.